Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'aide au montage de Shaw Enfant. Donc comme son nom l'indique, ce modèle est la version enfant du patron Shaw qui existe pour les femmes du 34 au 50. Il est décliné pour les enfants du 4 au 14 ans. Donc c'est un modèle multi-options qui vous permettra de confectionner des blouses, des chemisiers, des tops ou des robes à basque avec des manches courtes ou longues, à plis creux et bracelets de manches. Donc pour chaque version, vous pouvez choisir entre deux encolures. L'encolure A avec un décolleté dos creusé et l'encolure B qui est un décolleté plus classique. À chaque encolure est associé un col plat que vous pouvez décider de rajouter ou non. L'encolure A est proposée avec un buste fermé alors que l'encolure B est associée à un buste boutonné. Vous pouvez décider de doubler votre modèle ou non. Donc dans le cas de la version non doublée, l'encolure est finie avec un biais et les coutures d'assemblage latérales et des manches sont réalisées avec la technique de la couture anglaise. Donc vous voyez que ça fait beaucoup d'options. Dans cette vidéo, je vous explique tout cela pour vous rendre la couture de ce modèle la plus facile possible, mais c'est aussi la raison pour laquelle cette vidéo est longue. N'hésitez donc pas à avancer sur les passages qui ne concernent pas les options que vous avez choisies. Ce patron, comme tous les patrons Letty et Léa, c'est un patron à calque. Si vous ne savez pas utiliser les calques pour choisir et n'imprimer que là ou les tailles qui vous intéressent, tout est expliqué dans le livret et je vous invite aussi à visionner la vidéo que j'ai faite à ce sujet si ce n'est pas encore fait. Euh, Vous retrouverez aussi dans le livret un guide des tailles, les noms et les numéros des pièces du patron à découper pour chaque option, ainsi que les pages du fichier A4 à imprimer qui correspondent à chacune des pièces. Donc voilà, maintenant que les présentations ont été faites, je vous propose de passer à la couture. La première chose qu'il va falloir faire, ça va être entoiler certaines des pièces du patron. Et cette étape est d'autant plus importante que votre tissu va être fin et fluide. En ce qui concerne le choix de l'entoilage, donc l'entoilage, vous voyez, c'est une toile sur un côté de laquelle il y a des petits points de colle. Donc il existe les types d'entoilage tissé ou non tissé. Le type d'entoilage est vraiment à choisir en fonction de votre tissu. Donc ça, c'est à vous de décider. Pour vous aider, la marque Vliesline, alors petite parenthèse, je ne sais pas si je le prononce correctement, donc on va faire comme si. Donc la marque Vliesline a réalisé un tableau dans lequel sont récapitulées toutes les sortes d'entoilage et associées au tissu pour lesquels ils sont faits. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo si vous voulez aller voir. Donc moi là, en l'occurrence, pour une popeline, j'ai jeté mon dévolu sur le G710 de Vliesline. C'est un entoilage tissé fin. Petite parenthèse aussi, il existe des entoilages sans marque ou d'autres marques que Vliesline que vous pouvez trouver dans d'autres merceries à des prix un peu plus intéressants. Mais bon, ça après c'est pareil, c'est à vous de choisir. Donc voilà l'entoilage que j'ai décidé de prendre et je l'ai pris blanc forcément puisque mon tissu a un fond blanc, mais il existe aussi en noir et celui-ci je ne sais pas s'il existe en chair, mais certains entoilages existent en couleur chair. Donc les pièces à entoiler, quelle que soit la version que vous choisissez, vous allez avoir à thermocoller les poignées. Donc on thermocolle toujours sur l'envers du tissu. Et petite parenthèse aussi, quand vous posez votre thermocollant, on ne repasse pas. Parce que la plupart d'entre nous le font avec un fer à repasser, pas avec une presse. Donc le fer à repasser, on a tendance à avoir envie de repasser, de le déplacer. Il ne faut pas le faire, il faut vraiment presser, rester en mode fixe pour ne pas déformer l'entoilage et déformer la pièce. Donc la petite parenthèse est terminée. Donc j'ai entoilé mes bracelets de manche dans leur intégralité. Pour la version avec colle, donc vous allez devoir entoiler au minimum une des deux pièces du col, celle qui va se retrouver en dessous.
Si votre tissu est vraiment fin, vous pouvez entoiler les deux. Pour la version chemisier, que ce soit la version doublée ou non doublée, il va falloir entoiler le milieu devant au niveau de la patte de boutonnage. Donc là, il s'agit des pièces coupées pour la version chemisier doublée, donc elles sont un petit peu moins larges que les pièces version chemisier non doublée, mais le principe est le même. Donc dans le cas de la version chemisier non doublée, on va entoiler au niveau de la patte de boutonnage sur toute la longueur du devant sur 4 cm de large. Donc on fait ça pour chacun des deux devants. Pour la version chemisier doublée, donc là on va venir entoiler la doublure. Donc sur l'envers, on entoile les milieux devant sur toute la longueur et sur une largeur de 3 cm. Si votre tissu est vraiment fin, vous pouvez faire de même sur le tissu principal. Moi, vu l'épaisseur de ma popeline, j'estime que entoiler la doublure, ça sera suffisant. Dernière chose, si vous choisissez de coudre la version doublée sans col, que ce soit la version boutonnée ou pas, je vous conseille d'entoiler les pièces au niveau de l'encolure. Ça évitera que le décolleté baille. Donc pour entoiler les pièces arrondies comme ça, je vous conseille d'utiliser du droit fil thermocollant. Donc le droit fil thermocollant, qu'est-ce que c'est? C'est une bande. Donc là que j'achète toute faite comme ça. Donc c'est toujours Vliseline qui fait ça. C'est une bande qui fait 12 mm de large et sur laquelle on a cousu un fil de chaînette, donc qui n'est pas centré, il est positionné à 4 mm d'un côté et 8 mm de l'autre. Donc lors de la pose de ce droit fil thermocollant, on va poser le côté où il y a 8 mm de large du côté de l'extérieur de la pièce. Donc le fil de chaînette se retrouve vers l'intérieur de la pièce. Donc on repasse, on le fixe et on réalise une piqûre de maintien à 1/2 cm du bord pour fixer la forme du décolleté. Si vous voulez insérer un petit volant froncé sur votre col, donc il va falloir couper une bande de tissu. Donc pour le col A, qui est constitué de deux parties, partie droite, partie gauche, il va falloir couper deux bandes dont la longueur est égale à 1,5 fois la longueur extérieure du col. Donc on en découpe deux et la largeur de la bande, elle est égale à 5 ou 6 cm, ça dépend la longueur, la taille que vous voulez obtenir pour le volant. Donc là, moi j'ai découpé 5 cm. Pour le col B, donc qui lui est constitué d'un seul morceau, pareil, on découpe une bande, une seule, qui elle est égale à 1,5 fois la longueur extérieure du col. Une fois que vous avez découpé votre ou vos bandes, on les plie en deux, on repasse et il va falloir poser deux lignes de fronce le long sur la grande longueur là, pas du côté du pli, de l'autre. Donc dans le cas du volant pour le col B qui est assez longue, je vous conseille de poser la ligne de fronce en deux fois. Donc une première série de lignes qui va aller de la moitié jusqu'à une extrémité et on en met une autre qui va aller de la moitié jusqu'à l'autre extrémité. Ce sera plus facile pour répartir les fronces. Pour poser le fil de fronce, on modifie les réglages de la machine. Donc on augmente la longueur du point. Moi je mets à 5, c'est au maximum. On diminue la tension du fil. Donc moi je peux aller jusqu'à 9, je mets à 1.
Après, ça dépend aussi de votre tissu. Je vous conseille de faire des essais sur une chute parce que selon les tissus, moi je sais que sur des tissus fins, je mets la longueur du point à 4, ça suffit. Et il m'arrive parfois d'augmenter la tension du fil, pardon, jusqu'à 2. Je le mets entre 0 et 2 selon le tissu. Maintenant que j'ai posé mes 2 lignes de fronce sur mon volant, on va le positionner. Donc là, je le fais sur le col B. Donc j'ai mis le repère du milieu, là. J'ai cranté le milieu du col aussi. Et je le place contre l'endroit du col. N'importe quel morceau, que ce soit celui de dessus ou de dessous. Je positionne aussi l'extrémité. Et on va maintenant tirer sur les fils de fronce pour ajuster la longueur du volant, faire en sorte que la longueur du volant atteigne la longueur du col. Donc je récupère les fils de canette et je tire. Voilà, je crée les fronces et je les répartis sur mon volant. Donc là, vu que le volant est un petit peu long, eh bien, ça va prendre un petit peu de temps. Je tire délicatement pour faire attention de ne pas casser les fils de fronce. Parce que si on les casse, eh bien, il va falloir tout recommencer. Petite astuce quand vous avez adapté la longueur de votre volant à votre col, mais que vous voyez là, il va falloir que je répartisse les fronces jusqu'au bout. Pour pas que le fil bouge et que la longueur bouge, je fais des petits 8 autour de l'épingle du bout. Donc j'enroule le fil, ce qui fait qu'il est fixé. Et après, je peux rapprocher mes fronces et je suis sûre que la longueur de mon volant reste toujours la bonne. Hop, là je pousse ma fronce bien au bout. Voilà, la longueur est toujours bonne. Je place une épingle au milieu. Et voilà. Donc, autre chose, au niveau de l'arrondi où c'est un peu étroit, j'ai diminué la densité des fronces. Il y a un petit peu moins de fronces au niveau du volant, comme ça va éviter que ça fasse trop de surépaisseur au niveau de l'arrondi. Maintenant que vous avez positionné votre volant froncé tout autour de votre col, donc il y a deux solutions. Soit vous le fixez par une couture à 5 mm du bord au point droit pour être sûr qu'il ne bouge plus. Ou alors vous pouvez, si vous le sentez, passer directement à la suite du montage du col. Pour l'assemblage du col, je vais vous montrer pour la version sans le froufrou, mais si vous avez choisi l'option froufrou, le principe est exactement le même. Donc dans tous les cas, on va venir positionner nos pièces de col endroit contre endroit en faisant correspondre l'écran d'épaule et le cran de milieu dos. Donc c'est pas de ce côté qu'on va coudre, mais c'est important que ces crans correspondent les uns avec les autres. Donc ensuite, on va venir donc positionner les bords et si on veut, on peut mettre quelques épingles pour maintenir. Si vous avez choisi l'option volant, celui-ci est inséré, il est pris en sandwich entre les deux pièces de colle. Une fois qu'on a épinglé, on va venir piquer à 1 cm du bord sur la partie extérieure du col. Donc d'un côté à l'autre, on commence et on termine la couture par un point d'arrêt. Donc la partie au niveau de l'encolure n'est pas assemblée, elle sera assemblée au buste.
Petite précision, pour réussir un joli arrondi là au niveau du col, vous pouvez tracer la ligne de couture avec, donc là moi je l'ai fait au stylo friction, mais vous pouvez le faire avec une craie tailleur ou ce que vous voulez à partir du moment où vous êtes sûr que ça ne va pas laisser de traces. Donc ça va permettre de faire une jolie couture en arrondi, d'être bien sûr de piquer au bon endroit. Une fois que j'ai réalisé ma ligne de couture, je vais dégarnir la marge de couture et cranter en particulier au niveau des arrondis. Donc quand je crante, je fais attention de ne pas couper la ligne de couture que j'ai réalisée. Donc voilà, une fois que j'ai cranté et dégarni, je vais retourner le col. Donc je fais bien ressortir l'arrondi. Donc là j'ai de la marge, je peux le faire avec mon doigt. Vous pouvez aussi le faire avec la pointe des ciseaux, mais alors là attention, il faut vraiment y aller mollo pour ne pas casser la couture. Il existe aussi un outil spécial pour retourner les angles. Donc là je m'en sers aussi pour ressortir la couture. Voilà. Et là maintenant je vais repasser précisément avec la couture bien sur la tranche, voire légèrement roulante vers le dessous. Donc le dessous, je vous rappelle, c'est celui qui est entoilé. Le col est prêt, on le met de côté et on passe à la suite. Avant de passer à la suite, je vous montre ce que ça donne pour le col A, qui lui est constitué de 2 pièces, hein, un côté droit, un côté gauche, mais c'est exactement les mêmes étapes pour le monter. On va assembler le buste devant et le buste dos par les épaules. Donc les méthodes sont les mêmes, que ce soit pour la version avec l'encolure A ou l'encolure B. La différence qu'il va y avoir, ça va être entre les versions doublées et non doublées. Donc pour la version non doublée, l'assemblage se fait par une couture anglaise. Alors je vous montre l'exemple pour la version non doublée avec l'encolure A, donc le décolleté dos. Donc la première étape, ça va être de positionner les pièces du buste devant et du buste dos envers contre envers. On aligne bien au niveau des épaules et on épingle. Une fois qu'on a épinglé, on réalise une première couture au point droit à 7 mm du bord en faisant un point d'arrêt en début et en fin de couture. Ensuite, on dégarnit la couture de telle sorte qu'il reste que 3 mm de marge de couture. On retourne l'ouvrage et on repasse la couture. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, donc mes bustes se retrouvent endroit contre endroit. Et donc la seconde étape, ça va être de réaliser une seconde couture à 7 mm du bord en commençant et en terminant par un point d'arrêt. Donc voilà, mes coutures anglaises au niveau des épaules sont terminées. Je les ai repassées et rabattues vers le dos. Dans le cas des versions doublées, qu'elles soient boutonnées ou pas, l'assemblage du dos au devant par les épaules se fait par une couture classique. La marge de couture que j'ai prévue sur le patron, c'est 1,5 cm pour pouvoir réaliser une couture anglaise dans le cas où vous réalisez une version non doublée. Mais là, dans la version doublée, il n'y a pas vraiment d'intérêt à s'embêter à faire une couture anglaise, voire même ça va créer des épaisseurs au niveau des épaules. Donc, couture classique. Mais comme 1,5 cm de marge de couture, c'est peut-être un peu grand pour une couture classique, il y a deux solutions. Soit vous réduisez la marge de couture d'un demi-centimètre pour obtenir une marge de couture de 1 cm avant
de coudre. Donc là, moi, c'est ce que j'ai fait. Soit vous cousez à 1,5 cm du bord et après vous dégarnirez un petit peu votre marge de couture pour qu'il ne reste que 1 cm. Donc on assemble notre dos et notre devant par les épaules, endroit contre endroit. On épingle. Je fais ça pour chacune des épaules et donc je réalise ma couture là au point droit en commençant et en terminant par un point d'arrêt. Donc ça, c'est le tissu extérieur et je fais exactement la même chose pour la doublure. Une fois les coutures réalisées, j'ai ouvert les marges de couture et j'ai écrasé tout ça au fer à repasser. L'assemblage du col au buste se fait de manière similaire, quelles que soient les options que vous avez choisies. Donc je vais vous présenter la manière dont on pose le col A dans un premier temps et le col B dans un second temps. En ce qui concerne le col et l'encolure A, donc votre col est constitué de 2 morceaux. Pour le positionner, on va avoir besoin des crans de repère, donc le cran milieu devant. On a 2 crans au niveau de l'encolure dos. Et les lignes d'épaule aussi vont être des repères. En ce qui concerne le col, vous avez un cran qui correspond à la couture d'épaule et qui est plus proche du devant que du dos. Le devant du col, c'est la partie la plus arrondie. Donc on positionne le buste endroit vers soi et on va positionner chacun des cols en faisant correspondre les repères. Voilà, donc attention, une erreur qui peut être faite, c'est que quand on assemble les cols, j'ai prévu 1 cm de marge de couture. Quand vous insérez un biais, un passepoil, si vous insérez un biais et que par exemple la marge de, vous voyez, on n'a pas 1 cm de marge pour le biais. Si vous le posez bord à bord, alors bon là mon col est déjà monté, mais si vous le posez bord à bord avec votre col, donc ça serait plutôt à cet endroit là, vous allez avoir une marge de couture qui va se retrouver inférieure à 1 cm. Là en l'occurrence j'ai 7 mm. Donc si vous faites ça, vous allez avoir une longueur au niveau de l'encolure de votre col qui va être plus grande que la longueur d'encolure. Donc si vous posez du passepoil dans votre col, veillez à bien respecter le centimètre de marge de couture quand vous assemblez les pièces dessus et dessous du col. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Une fois que vous avez positionné votre col, on va le pré-piquer, c'est-à-dire qu'on va faire une couture pour le positionner et on fait une couture au point droit à 7 mm du bord. Voilà, la piqûre d'assemblage de mon col est faite. Donc je ne l'ai pas dit, mais si vous cousez une version en colure A doublée, le col est posé sur l'endroit du tissu extérieur. Dans tous les cas, on va venir positionner le col sur le buste en faisant correspondre donc les milieux dos, les épaules et le cran de devant. Juste quelques précisions. Donc dans le cas de des versions doublées, vous devez positionner le col sur le tissu extérieur. Dans le cas de la version chemisier doublé, votre cran se trouve à 3 cm du bord.
Dans le cas de la version boutonnée classique, donc là c'est pas le cas, mais et votre cran se trouve à 2 cm du bord. Donc c'est uniquement ça qui fait la différence, mais dans le principe, le montage se fait de la même manière. Donc je positionne mon buste en droit vers moi. Je prends mon col. Alors pour rappel, le col, il y a une pièce colle qui est entoilée et une pièce colle qui ne l'est pas. Donc on va positionner la pièce entoilée contre le buste. Et donc comme je vous ai dit, on fait correspondre l'écran. Une fois que mon col est positionné sur le buste, je vais piquer au point droit à 7 mm du bord. Donc la piqûre d'assemblage sera invisible ensuite. Donc voilà, j'ai réalisé ma piqûre de maintien qui permet donc de fixer temporairement le col au buste. Vous aurez peut-être remarqué que j'ai rajouté entre-temps un petit passepoil noir. Donc je l'ai positionné au moment de l'assemblage des deux pièces de colle entre elles. Finalement, de la même manière que quand on positionne le froufrou. Donc là, sur cette version, ma fille ne voulait pas de froufrou, mais je trouvais que le col ne ressortait pas assez. Donc le passepoil, ça permet de le faire ressortir et je trouve ça plus joli. Allez, passons à la suite. La première chose que je fais, donc là vous voyez c'est un biais du commerce, je vais le plier en deux et on le plie de telle sorte qu'un côté du biais soit un peu plus long que l'autre, de 1 mm environ. Donc là, vous voyez que le côté du dessus est plus court de 1 mm. On voit celui de dessous qui dépasse de 1 mm. On marque ce pli au fer, mais attention, sans étirer le biais pour ne pas le déformer. Une fois que j'ai fait ça, donc je prends mon biais, ouverture vers le bas et le côté le moins large vers le haut. Je déplie mon biais et à l'aide de ma règle, hop, je vais tracer et montrer là. Une fois que, à l'aide de ma règle, pardon, je vais tracer une diagonale à 45 degrés à partir du bord gauche, là, et la diagonale inclinée vers la droite. Voilà. Et je vais découper selon cette diagonale pour obtenir un bord biseauté. Voilà. Donc là, c'est pour avoir une finition un peu plus jolie. Hein. Ça marcherait, la pose du biais fonctionnerait si on laisse le bord droit, pas biseauté. Donc là, je crée un repli d'un peu moins d'1 cm que je marque hop là, à l'ongle, ça suffit. Et maintenant, on va positionner le biais sur notre col, sur notre encolure. Donc, avant de poser, on va vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Si je replie mon biais, voilà, j'ai bien le côté le plus court là en haut qui correspond au côté le plus étroit de mon biseau là. Donc j'ouvre et je recrée hop, mon repli. Je pars de l'épaule gauche là. Je pose mon biais endroit contre endroit du col. J'épingle. Voilà. Et maintenant, on va piquer à 9 mm. Donc, ça correspond au creux du pli, là, du biais. On va piquer tout autour de l'encolure. Voilà. Et au moment de la couture, on va faire attention à ne surtout pas tirer sur le tissu pour le redresser. Il faut que le tissu garde sa courbe. On va coudre petit à petit en avançant 2 cm par 2 cm
et on coud le tissu au fur et à mesure en faisant tourner. Il faut bien respecter la courbe de la coupe parce que si on l'étire, on va créer, ça va gondoler, ça va pas être joli. Donc voilà, donc je crée la piqûre pour faire tout le tour de l'encolure et arrivé au bout, j'arrête la piqûre de telle sorte que les biais se chevauchent sur 1 cm. Donc quand je couds là, je laisse bien mon tissu garder sa forme, hein, surtout je ne le tire pas comme ça, je le laisse garder sa courbe, je positionne mon biais là sur 2 cm et j'avance petit à petit en suivant la courbe du tissu. Et je progresse comme ça, petit à petit. Il faut vraiment prendre son temps si on veut avoir un joli arrondi. Donc là, j'ai quasiment fini le tour de mon encolure. J'arrive à nouveau à l'épaule gauche. Donc je vais piquer jusqu'à à peu près 1 cm, jusqu'à ce que les biais se chevauchent sur 1 cm. Voilà, un petit point d'arrêt. Et là, on va juste avoir à découper l'excédent de biais. L'excédent qui est là. En ce qui concerne la pose du biais sur l'encolure B, donc l'encolure avec une patte de boutonnage. Donc la première chose à faire, ça va être de prendre les repères. Donc vous voyez, au niveau du devant, de chaque côté, on a un cran qui correspond à la première ligne de pliure de la patte de boutonnage. Hein, je l'ai déjà préformé pour que vous voyez bien. Et j'ai un deuxième cran au niveau de la deuxième pliure de la patte de boutonnage. C'est ce dernier cran qui va nous servir de repère pour la pose du biais. Et ce cran doit faire 1 cm de profondeur, ce qui correspond à la valeur de marge de couture. Donc je prends mon biais, donc toujours avec un côté plus court que l'autre de 1 ou 2 mm. On va venir donc ouvrir le biais et de la même manière que ce que je vous ai expliqué pour l'encolure A, on va venir positionner le biais endroit contre endroit en posant le bord du biais, celui qui est plus court, contre le bord du tissu. Donc le repère de départ, ça va être donc ce cran. On le dispose à cet endroit-là. Donc je mets une petite épingle pour le point de départ. Je pars du côté gauche pour être dans le bon sens, positionné correctement par rapport à ma machine à coudre. Une fois que j'ai positionné mon biais au départ, je vais venir faire le tour de l'encolure et arrêter le biais au niveau du cran de montage de 1 cm sur le côté droit. Je pique à 9 mm du bord dans le sillon du pli du biais. Et la technique est la même que celle que je vous ai montrée pour l'encolure A. Je ne déforme pas l'encolure, c'est le biais que je vais venir positionner petit à petit. Donc voilà, mon biais est posé. J'ai commencé et terminé la couture par un point d'arrêt. Et pour les étapes qui suivent, à savoir cranter, dégarnir la marge de couture et rabattre le biais, la procédure est la même que pour l'encolure A. Donc je vous montre la suite avec l'exemple de l'encolure A. Une fois que le biais est posé, on va cranter
tout le col, tout l'arrondi, et on va dégarnir un petit peu la marge de couture, c'est-à-dire qu'on va en réduire un petit peu la largeur. Une fois que vous avez dégarni et cranté la marge de couture, on va replier le biais en deux de telle sorte qu'il prenne la marge de couture en sandwich, et on va ensuite rabattre tout ça vers l'intérieur du buste. Alors, si vous avez choisi la version sans col, il n'y a pas de problème. Si vous avez choisi la version avec col, on va veiller à écarter le col du buste pour que, au moment où on va réaliser la couture du biais, le col ne soit pas pris dans cette couture. Et donc là, j'épingle. Donc j'ai déjà bien commencé, je l'ai fait pour le reste du col. Donc voilà, je tire le buste, hop, pour qu'il n'y ait pas de pli là sur l'endroit. Je rabats et j'épingle. Je prends ma marge de couture en sandwich, je rabats vers le buste, j'écarte le col, hop, je tire le buste pour qu'il n'y ait pas de pli et j'épingle, et je fais ça pour tout le col. Une fois que j'ai replié et positionné mon biais sur l'envers de mon buste, que j'ai vérifié que je n'ai pas pris le col en positionnant mes épingles, et sur l'endroit j'ai vérifié qu'il n'y a pas de pli disgracieux entre le col et le buste, on va mettre un coup de fer à repasser, on va écraser le biais au fer à repasser pour qu'il se positionne correctement, et on va réaliser là sur le long du biais, à 1 mm du bord du biais, on réalise une piqûre nervure, c'est-à-dire c'est une piqûre vraiment au ras de la pliure du biais. Donc là, étant donné qu'il y a plusieurs épaisseurs de tissu, vous pouvez allonger un petit peu la longueur de votre point pour faciliter la couture. Vous pouvez mettre des points de longueur 3 à 3,5 mm. Voilà, j'ai réalisé la piqûre le long du bord du biais. J'ai réalisé donc cette piqûre, hein, le col écarté, vous voyez, le col n'est pas pris dans cette piqûre. Donc je retourne mon ouvrage vers l'endroit, je rabats le col contre l'endroit. Là j'ai mis un coup de fer à repasser pour bien écraser mon encolure. Et on peut maintenant passer à la suite du montage de chaud. Voilà ce que donne la pose du biais d'encolure pour la version encolure B. Donc pour cette version-là, il va nous rester à former la patte de boutonnage, et au moment de la formation de la patte de boutonnage, on va venir emprisonner l'extrémité du biais. La patte de boutonnage de Shaw Junior se forme de la même manière que ce soit pour la version robe ou pour la version blouse. Donc là, je vous montre sur une version robe. Il s'agit d'une patte de boutonnage simple à même, c'est-à-dire que les valeurs de la patte de boutonnage sont comprises dans la pièce, donc là en l'occurrence le buste devant. Et donc c'est une patte de boutonnage qui est dite à la française. Comme je vous disais, hein, lors de sa formation, on va venir englober l'extrémité du biais. Donc la première chose à faire, c'est que sur chaque milieu devant, on va venir préformer les plis de la patte de boutonnage en repliant sur l'envers, donc une première fois au niveau du cran qui correspond à la première ligne de pli, et une deuxième fois au niveau du cran qui correspond à la deuxième ligne de pli. Donc là, si vous voulez être régulier, vous pouvez utiliser un réglé pour plus de précision. Une fois que vous avez préformé les plis de la patte de boutonnage des deux côtés, on va venir déplier les parmentures et on va venir les replier l'une contre l'autre, endroit contre endroit.
on va épingler. Et on va venir réaliser une couture pour les assembler l'une à l'autre dans le prolongement de la ligne d'encolure. Et on fait ça de chaque côté. Et voilà, mes coutures sont réalisées. Donc voici ce que ça donne. Donc sur l'envers du vêtement, sur l'endroit. J'ai fait ça de chaque côté. Et ce qu'on va venir faire maintenant, on va venir dégarnir l'angle. Et donc une fois qu'on a dégarni l'angle, on va venir retourner la patte, les parentures de la patte de boutonnage l'une contre l'autre, envers contre envers. On pousse l'angle, on fait ressortir l'angle. Donc soit avec un outil spécial, soit avec les ciseaux, mais avec les ciseaux, attention de ne pas casser l'angle. Et là maintenant, vu qu'on a déjà préformé notre patte de boutonnage, on va venir replier les parmentures l'une contre l'autre. Et on va pouvoir fixer la patte de boutonnage. Une fois que vous avez replié votre parmenture pour former la patte de boutonnage, donc vous voyez qu'elle prend bien en sandwich l'extrémité du biais, on ne la voit plus. Donc là vous voyez, moi j'ai fixé un petit peu avec des épingles pour être sûr que ça ne bouge pas à l'étape suivante, qui est celle de réaliser une piqûre nervure de chaque côté de la patte de boutonnage. Donc une piqûre nervure, c'est une piqûre qu'on réalise au ras du pli, à 2 mm du bord du pli. Donc pour arriver à faire une piqûre régulière, vous pouvez utiliser le pied à ourlet invisible. Vous voyez, c'est un pied qui possède un petit guide et qui va permettre de rester toujours le long du bord de la patte de boutonnage. Et voilà le résultat des piqûres nervures. On peut maintenant passer à la suite. En ce qui concerne l'assemblage de la doublure au buste, donc le principe est similaire quelle que soit l'encolure. Vous avez des étapes supplémentaires pour l'encolure B avec une version boutonnée. Et là, j'ai fait cette version encolure A qui n'est pas doublée. Donc, je vous détaille les étapes de la pose de la doublure pour l'encolure B. C'est un peu plus complexe. Là, pour l'encolure A, c'est très simple en fait. Vous allez placer la doublure et le tissu extérieur endroit contre endroit en faisant correspondre l'écran. Donc l'écran de milieu devant, l'écran dos, les coutures d'épaule. Si vous avez fait un col, il va être pris en sandwich entre la doublure et le tissu extérieur. Vous allez épingler au niveau de l'encolure et piquer au point droit à 1 cm du bord en débutant et en terminant par un point d'arrêt sur toute l'encolure. En ce qui concerne les étapes de crantage, de dégarnissage de la marge de couture du col et la réalisation de la surpiqûre, si vous voulez fixer le col, je vous renvoie aux explications qui concernent le col et l'encolure B. Alors l'assemblage de la doublure pour la version boutonnée. Donc pareil, je place le tissu extérieur endroit vers moi et je vais venir placer la doublure endroit contre endroit. Donc le col, si vous en avez mis un, il est pris en sandwich entre les deux. Et là, pour bien la positionner, je vais faire correspondre tous les crans qu'on a. Donc on a le cran de placement du col, les coutures d'épaule, le milieu dos.
Et je vais aussi veiller à bien faire correspondre au niveau des angles là pour la patte de boutonnage. Une fois que tout est bien épinglé, je vais venir piquer au point droit au niveau des milieux de vent et de l'encolure. Donc je pars d'un bas de buste, je pique tout le long. Là je fais bien attention à cet endroit-là à être précis. Donc là par exemple je peux me servir du réglé pour repérer. Voilà, donc là, on a le repère pour savoir à quel endroit votre ligne de couture va changer d'angle et avoir un joli angle au niveau du col. Donc, je commence et je termine la couture par un point d'arrêt. Une fois que vous avez assemblé la doublure au tissu extérieur, on va surjeter les milieux devant en partant du col jusqu'au bas du buste devant. Une fois que c'est fait, vous coupez le fil de chaînette. Vous n'êtes pas obligé de le rentrer puisque de toute façon, ce sera pris dans l'ourlet. Maintenant que ma couture est réalisée, je vais cranter l'arrondi de l'encolure et dégarnir la marge de couture. Je vais aussi dégarnir l'angle là avant de retourner l'ouvrage. Le tissu extérieur et la doublure se retrouvent donc envers contre envers. Donc là maintenant, je place le col contre le buste extérieur et je vais repasser précisément avec la couture sur la tranche, voire légèrement roulante vers l'intérieur. Maintenant que l'ouvrage est retourné et repassé, vous pouvez réaliser une piqûre nervure au niveau des milieux devant et vous pouvez également au niveau du col réaliser une surpiqûre à quelques millimètres du bord. Donc là, quand vous faites ça, vous ouvrez bien le col et vous pouvez utiliser votre pied à pli nervuré ou pour ourlet invisible qui possède un guide. Et quand vous cousez, hop, vous calez le guide dans le sillon de couture et ça vous permet de piquer à distance régulière du sillon de couture. Donc voilà, mes surpiqûres et piqûres nervures sont réalisées. Voilà ce que ça donne pour la piqûre nervure, donc sur l'endroit et sur l'envers. Donc celle-là, elle n'est pas nécessaire puisqu'après la doublure et le tissu principal seront fixés l'un à l'autre par les boutons et les boutonnières. Mais ça peut apporter une jolie finition. Et en ce qui concerne la surpiqûre au niveau de l'encolure, donc voilà, sur l'endroit et sur l'envers. Donc là par contre cette surpiqûre, son intérêt c'est qu'elle va éviter que la doublure ne ressorte, que ça ne roulotte vers l'extérieur. Et vous notez que le col n'est pas du tout pris dans cette surpiqûre, hein. Je l'ai bien ouvert quand je l'ai réalisé. Allez, passons à la suite. On ferme le buste par une couture anglaise et le principe est le même qu'il s'agisse de la version blouse ou de la version boutonnée. Le cas particulier de la version doublée, c'est qu'en fait, on se retrouve avec le buste en deux parties, hein, le tissu extérieur et le tissu doublure. Mais là, pareil, on va les fermer avec une couture anglaise indépendamment. Une fois que la première couture est réalisée, vous dégarnissez, vous recoupez le tissu pour qu'il ne reste que 3 mm de marge de couture et pour enlever surtout les petits fils qui dépassent. Donc si c'est la version non doublée, vous avez que 2 coutures à dégarnir. Si c'est la version doublée, il faut aussi dégarnir
les marges de couture de la doublure. Une fois que vous avez dégarni les marges de couture, on retourne. Les tissus se retrouvent endroit contre endroit. Ils prennent en sandwich la marge de couture là qu'on vient de dégarnir. On repasse, on épingle et on réalise la seconde couture à 7 mm du bord. Voilà ce que donnent les coutures anglaises pour la version doublée. Donc là, sur l'extérieur et sur l'intérieur de la blouse, j'ai repassé et rabattu les marges de couture vers le dos. Voilà. Si vous avez fait la version non doublée, vous devez avoir ça sur l'intérieur de votre vêtement. Une fois que vous avez assemblé les côtés pour la version encolure B robe donc boutonnée, avant de passer à la suite, on va venir assembler, solidariser les deux bustes devant. Donc on va venir superposer la patte de boutonnage droite par-dessus la patte de boutonnage gauche. On va venir épingler donc sur le bas de la robe, le bas du buste, pardon. Et on va venir pré-piquer à 7 mm du bord pour solidariser les deux côtés du buste devant au niveau du bas du buste. Alors, petite remarque, une fois que les bustes sont solidarisés, vous pouvez trouver délicat de réaliser les boutonnières. Donc les boutonnières, elles vont être réalisées sur le buste devant. Donc avant de réaliser la piqûre de maintien en bas des deux bustes, vous pouvez aussi coudre les boutonnières. Donc pour ça, je vous renvoie au chapitre consacré à la pose des boutonnières. Alors la préparation de la manche va se faire de la même manière, que ce soit pour la version manche longue ou pour la version manche courte. Et moi là en l'occurrence, je vais vous donner les explications pour la version manche longue. Donc la première chose à faire, ça va être de poser deux lignes de fil de fronce sur chacune des têtes de manche entre les crans de montage, donc les crans de montage devant, où il y a deux crans, et le cran de montage dos. Donc on pose un premier fil de fronce à 4 mm du bord, le second à 8 mm du bord. À peu près, hein. De toute façon, ce sont des fils qui vont juste nous aider à assembler la manche au buste. On n'est pas pour le coup au millimètre près. Donc petit rappel, quand on pose un fil de fronce, on diminue la tension du fil et on augmente la longueur du point. Donc ça nous permet d'obtenir sur le dessous, vous voyez que le fil de canette est très peu tenu et c'est ce qui va nous permettre de créer des petites fronces pour résorber l'embu au moment du montage. Et je reviendrai là-dessus quand ce sera le moment. Petite astuce concernant le fil de fronce. Moi en général j'utilise une couleur de fil qui est assortie à mon tissu. Donc là en l'occurrence hein, j'ai pris du blanc comme le fond du tissu. Comme ça, si au moment où vous voulez les enlever, ils font de la résistance, qu'ils se coincent et qu'il en reste un bout, et ben ça reste malgré tout invisible. Si vous mettez un fil rouge sur un tissu bleu, il y a plus de chances que ce soit visible. L'étape qui suit, c'est l'étape où on va préparer les plis de bas de manche. Donc dans la version Show Junior, c'est un pli creux tout simple. Donc là, je l'ai déjà créé sur cette manche-là pour que vous voyez le résultat final. Je vais maintenant vous montrer comment on le forme sur cette manche-là.
Donc déjà, au bas de manche, vous avez 5 crans. Donc 5 crans que j'ai du mal à vous montrer de manière claire, tellement le tissu est chamarré. Mais du coup, j'ai positionné des petites épingles pour que vous puissiez repérer les 5 crans. Donc le cran du milieu, avec la petite épingle bleu foncé. Les crans avec les papillons bleus correspondent aux crans de repère intermédiaire du pli, qui vont être en fait les fonds, la ligne de fond du pli, et les crans extérieurs qui correspondent en fait à la ligne de pli, là où il va y avoir l'arête de notre pli. Donc, comment on crée notre pli? Alors, vous commencez du côté que vous voulez, ça n'a pas d'importance pour cette version-là. Donc, vous allez prendre un des plis extérieurs, donc celui où il y a le papillon rose, là en l'occurrence. On crée une arête de pli vers nous et on va ramener ce pli extérieur sur le cran du milieu. Donc normalement, là, vous constatez que se crée un creux de pli au niveau du cran intermédiaire, là où il y a le papillon bleu. Voilà. Et là, on va venir positionner les bords du tissu bien les uns contre les autres. Voilà. Donc là, j'enlève les épingles qui servent à repérer. Voilà, je me positionne. Il faut essayer d'être précis si on veut que ce soit joli. Donc, je me positionne bien sur le cran du milieu. Voilà. Et là, je vais épingler pour maintenir. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je prends mon cran extérieur. Je crée un pli au niveau du cran extérieur et je le ramène au niveau du cran du milieu. Donc là, hop, je fais en sorte que les plis là se retrouvent bien bord à bord, ils sont jointifs. Donc là, pareil, je positionne les bords de mon tissu là bien bord à bord pour avoir un joli pli bien régulier. Voilà, et j'épingle. Donc je peux enlever celle-ci d'épingle aussi. Voilà. Et là, maintenant, je vais venir pré-piquer, c'est-à-dire que je vais réaliser une petite piqûre qui va maintenir ce pli pour qu'il soit bien en place au moment où on va ensuite positionner le bracelet de manche. Donc là, la ligne de pré-piquage, je la réalise à 7 mm du bord. C'est suffisamment loin du bord pour que le pli soit bien maintenu, mais cette pré-piqûre sera bien cachée dans la marge de couture. Et donc au final, voilà ce que ça donne. Vous voyez la ligne de pré-piqûre qui est là. L'étape qui suit, c'est fermer les manches par les côtés. Donc, de même que le buste, on ferme les côtés de la manche par la technique de la couture anglaise. Donc, qu'on a déjà abordé précédemment. Donc là, on va vite. Donc, juste, vous repliez votre manche envers contre envers. Vous réalisez une première couture à 7 mm du bord en terminant par un point d'arrêt. Ce qui nous permet d'obtenir ceci. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous dégarnissez votre marge de couture. Donc ça, c'est ce que j'ai déjà fait. La valeur de couture est donc réduite à 3 mm à peu près. Et une fois qu'on a fait ça, hop, on retourne la manche. On positionne bien la couture là, sur la tranche. Je vais venir repasser, bien écraser la couture là au fer et réaliser une seconde couture à 7 mm du bord en commençant et en terminant par un point d'arrêt. Donc voilà, mes coutures anglaises sont réalisées et avant de passer à la suite, on va faire une petite vérification.
Donc pour monter le bracelet de manche, il faut que la longueur de mon bas de manche soit exactement égale à la longueur de mon bracelet de manche. Donc on va vérifier que c'est le cas. Donc là en l'occurrence, vu que ma manche est pliée en deux, on va vérifier sur la demi-longueur. Donc pour la taille que j'ai choisie, mon bracelet de manche, enfin la longueur de mon demi-bracelet de manche doit faire 10 cm et demi. Donc là, on doit avoir, si tout va bien, 10 cm et demi. Donc là, je ne me suis pas trompée. C'est bon. Parce que bon, on n'est jamais à l'abri d'une petite erreur au moment où on coud, au moment où on forme le pli. Ça arrive même au meilleur. Donc le mieux, c'est de vérifier. Donc là, c'est bon. J'ai les bonnes longueurs. On passe donc à la suite. Alors pour assembler le bracelet à la manche, je vous propose deux solutions. Il y a la technique 1 qui est une méthode plus rapide et facile mais où la marge de couture sera visible, le surjet sera visible, et une méthode un peu plus longue et technique qui permet de cacher la marge de couture. Et la méthode 2 sera d'autant plus technique que la manche sera petite. Alors dans tous les cas, pour chaque bracelet de manche, on va commencer par préformer le pli en pliant la bande de poignet en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers, et on va repasser pour marquer ce pli. Dans le cas de la technique 2, sur une des deux longueurs, on va aussi préformer un repli de 8 mm qui va aussi être réalisé vers l'envers. Voilà mon repli de 8 mm qui est prêt. Donc, à savoir que le côté du poignet où se trouve le repli de 8 mm, c'est la partie du poignet qui va se retrouver à l'intérieur de la manche. Donc, si votre tissu a un sens, donc ce qui est le cas du mien, puisque là, vous voyez que mes dalmatiens, ils ont tous la tête du même côté. Donc, si votre tissu a un sens, il faut veiller à faire le pli du bon côté. Donc là, par exemple, je sais que mon bracelet va se retrouver positionné comme ça. Donc, mon repli doit être sur la partie du poignet qui va se retrouver à l'intérieur. Donc, au pied des dalmatiens. Une fois qu'on a préformé les plis de nos poignets, donc vous avez vu, là je les ai préparés pour les deux techniques. Celui-ci, ce sera pour vous montrer la technique 1 et celui-ci, ce sera pour vous montrer la technique 2. Mais quand on est à ce stade, on va faire la même chose pour les deux techniques. C'est-à-dire qu'on va ouvrir les plis et on va replier le bracelet de manche endroit contre endroit. Donc, je ne sais pas si vous entendez, il y a des bruits derrière. C'est les maçons qui sont derrière la fenêtre de l'atelier et qui font des travaux. Donc, je suis désolée pour ces bruits parasites, mais je ne peux pas faire autrement. Donc, en attendant, j'ai replié ma bande de poignet dans le sens de la largeur, endroit contre endroit. Et là, on va réaliser une piqûre à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt en début et en fin de couture. Et je fais la même chose pour les deux poignets, quelle que soit la technique. Donc voilà, j'ai réalisé ma ligne de couture sur chacun des deux poignets. Et c'est à partir de maintenant qu'il va y avoir une différence entre la technique 1 et la technique 2. Alors, pour la technique 1, la première chose à faire, donc on va écarter les marges de couture, on va les rabattre comme ça. Donc là, vous pouvez le faire au fer à repasser, mais en mettant un coup d'ongle, ça suffit. On replie le bracelet de manche envers sur envers. Et là, on va épingler au niveau de la couture. Et on va repérer le milieu du bracelet. Ensuite, je prends une manche, donc n'importe laquelle. Ça n'a pas d'importance puisque le bas de la manche est symétrique. Et on va vérifier quelque chose, notamment si on a un tissu avec un sens pour le motif. Donc là, par exemple, mes dalmatiens, ils ont tous la tête vers le
la tête de manche. Donc là, je veux qu'une fois monté, mon bracelet de manche soit dans ce sens, donc avec pareil la tête dalmatien vers la tête de manche. Donc comme je vais insérer mon bracelet de manche à l'envers, je retourne mon bracelet de manche. Donc ma manche est bien positionnée en droit vers moi. Et je vais insérer le bracelet de manche autour de la manche. Je vais faire correspondre voilà, les lignes de couture. Alors, idéalement, on rabat la marge de couture là vers le dos. On vérifie qu'on a bien rabattu la marge de couture de la manche vers le dos. Donc là, vous voyez, j'ai un cran, donc c'est le dos. Je rabats bien ma marge de couture vers le dos. Et donc là, j'épingle. Et je vais faire correspondre le milieu de mon bracelet de manche avec le milieu du devant de la manche. C'est l'endroit où vous avez la ligne de pli. Là où les deux arêtes de pli là, de notre pli creux pardon, se rejoignent. Donc, hop, je positionne correctement. Je vérifie au passage que mon bas de manche et mon bracelet de manche ont bien la même longueur, donc c'est bon. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser une ligne de piqûre au point droit. Donc je pars de la couture là de dessous de manche, donc à 1 cm du bord. Et ensuite, je vais surjeter. Voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai ma chaînette, donc je ne la coupe pas pour éviter qu'elle parte. Ce que je fais, c'est que je prends une aiguille et je la rentre voilà dans la couture. Là, je peux découper maintenant ce qui dépasse. Et donc, il n'y a plus qu'à retourner le bracelet de manche. Et c'est fini pour la technique 1. Donc là, éventuellement, vous pouvez mettre un petit coup de fer à repasser pour écraser la couture. Et c'est fini. Pour ce qui est de la technique 2, donc on en est au même endroit. On fait pareil, on écarte les marges de couture, on écrase. Donc là, avec les ongles, mais vous pouvez faire avec le fer à repasser. Et on laisse dans un premier temps le bracelet ouvert. Donc là, pareil que pour la première technique, on vérifie le sens de notre bracelet. Normalement, si on ne s'est pas trompé, la partie où il y a le repli, c'est la partie qui va se retrouver à l'intérieur. Et donc du coup, nos dalmatiens devraient être dans le bon sens. Donc là, c'est bon. Donc, je réouvre mon bracelet. Là, c'était juste pour la démonstration. Voilà. Donc, on va venir positionner le bas de manche et le côté du bracelet non préformé. Donc là, vous voyez, j'ai mon ourlet de 8 mm qui est préformé. De ce côté, c'est pas préformé. Donc, je vais glisser ma manche toujours en droit vers moi. Une petite précision, une chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'était que pour être sûr que le pli soit bien positionné, vous pouvez mettre des épingles pour que les arêtes du pli soient bien l'une contre l'autre et qu'au moment où vous allez piquer le bracelet, il ne s'écarte pas. Donc, on en revient là, la manche tournée vers moi, le bracelet de manche ouvert de cette manière et on vient glisser la manche endroit contre endroit. On va faire correspondre, alors une chose que j'ai pas faite encore, c'est que j'ai pas repéré le milieu de mon bracelet. Voilà, donc là, pareil que pour la technique 1, je mets une petite épingle. Voilà, donc on va y arriver. Je glisse mon bracelet, donc le bord non préformé, le côté avec l'ourlet. Je viens faire correspondre les coutures. Donc là, pareil que pour la technique 1. Je vérifie où est le dos, où est le devant. Donc là, le dos, il n'y a qu'un cran, il est là.
Je rabats la couture anglaise vers le dos. Je fais correspondre mes coutures. J'épingle. Voilà. Et je vais venir faire correspondre mon milieu de manche. Donc, l'endroit où vous avez votre ligne de pli, là où les arêtes de pli se touchent. Voilà. Et je viens faire correspondre, j'épingle. Voilà. Donc là, c'est pareil. Je vérifie que la longueur de mon bracelet de manche et la longueur de mon bas de manche sont bien égales. C'est bon. Et là, je vais venir piquer au point droit à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt en début et en fin de couture, ou on commence au niveau de la couture de dessous de bras, ou comme c'est une couture circulaire, plutôt que de faire un point d'arrêt en début et en fin de couture, vous pouvez donc commencer votre couture sans point d'arrêt au départ, et vous venez terminer la couture en piquant sur quelques points du départ de la couture. Donc voilà qui est fait. Donc là maintenant on va rabattre le bracelet. On va retourner l'ouvrage, ce sera plus simple. Donc on se place sur l'envers et on va venir repasser la marge de couture. On la rabat vers le bracelet de manche. Voilà, on tire bien pour que le pli là entre le bracelet de manche et la manche se fasse bien au niveau de la piqûre. Et je repasse en faisant attention de ne pas enlever le pli du milieu de bracelet, parce que je vais en avoir besoin pour la suite. Une fois que c'est repassé, que votre marge de couture est bien positionnée, on va replier le bracelet sur lui-même. Donc, je replie le bracelet de 8 mm, le bracelet, n'importe quoi. Je replie le repli là de 8 mm et je replie le bracelet en deux. Voilà. Donc là, l'ourlet de 8 mm, c'est rouvert. Donc, je fais bien le tour. Voilà, pour être sûr qu'il est bien rentré vers l'intérieur du bracelet de manche. Voilà. Et là maintenant, on va... donc vous voyez que le bracelet de manche englobe la marge de couture. Là, la marge de couture n'est plus visible. Donc on va maintenant réaliser une couture d'assemblage de l'intérieur du poignet à la manche. Et celle-ci, elle peut être réalisée à la main à l'aide d'une couture invisible. Donc vous réalisez une couture invisible là sur tout le pourtour du poignet. Ou alors à la machine à coudre. Donc là pour ça, et pour être sûr de faire quelque chose de joli et de précis, je vous conseille soit d'épingler, soit de bâtir le bord du poignet, là au niveau de la couture d'assemblage manche-poignet, avec du fil de bâti. Donc voilà ce que ça donne sur l'endroit et sur l'envers. Donc évidemment, si vous le faites à la main, vous aurez absolument pas de couture visible. Donc voilà donc la différence entre la technique 2 où la marge de couture est cachée et la technique 1 où la marge de couture est visible. Bon, ça reste propre hein, avec le surjet, mais c'est vrai que la technique 2 est encore plus propre. Après, à vous de voir la méthode avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Il faut voir aussi en fonction des tailles, parce que c'est vrai que plus on va dans les petites tailles, plus là, la surface, la circonférence pour travailler va être petite. Donc, voyez ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. On va maintenant assembler les manches au buste. C'est la même technique, quelle que soit la version que vous avez choisie. La seule chose, c'est qu'on va rajouter une étape préalable à la version doublée.
Donc cette étape, en fait, ça va être de s'assurer que le tissu extérieur et la doublure sont bien positionnés correctement. Donc on va épingler et pré-piquer en faisant correspondre la couture d'aisselle, la couture d'épaule et les crans devant et dos. Une fois que j'ai fait ça, je vais donc pré-piquer, c'est-à-dire que je vais réaliser une petite couture de maintien à 7 mm du bord. Une fois que vous avez pré-piqué au niveau de l'entournure pour la version doublée, on en arrive à l'étape qui est identique, quelles que soient les versions. Donc là, je vais prendre mon buste et je vais le retourner sur l'envers. Ou côté du doublure, pardon, si c'est la version doublée. Les manches, elles, restent sur l'endroit. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir insérer la manche dans le buste. Et en faisant correspondre les crans devant et dos, les coutures d'aisselle et la couture d'épaule avec le cran d'épaule. Alors, petite précision concernant les crans, vous avez 2 crans pour le devant et un cran pour le dos, cran qu'on retrouve au niveau du buste. Donc, je fais bien attention de faire correspondre ces crans. Autre précision, quand là vous allez épingler pour positionner votre manche, je vous conseille de mettre les épingles à l'intérieur du côté manche, puisque c'est par l'intérieur qu'on va venir coudre. Voilà. Donc là, vous constatez que vous avez la longueur d'emmanchure qui est plus grande que la longueur d'entournure, et c'est normal. C'est ce qu'on appelle l'embu. C'est le volume en fait qu'on va créer au niveau de la tête de manche pour avoir du volume pour l'épaule. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va venir tirer sur les fils de fronce qu'on a mis en place à l'étape précédente pour venir faire correspondre la longueur de l'emmanchure et la longueur de l'entournure. Donc voilà, je tire précis, très délicatement. Donc là, l'idée, en fait, c'est pas de créer des fronces. Hein. Le modèle chaud n'a pas de fronce au niveau de la tête de manche. C'est uniquement de créer ce qu'on appelle de l'embu. Donc après, au moment de la couture, on répartit la longueur pour que il n'apparaisse pas de fronce. Donc voilà, je prépositionne comme ça en tirant et j'épingle. Alors, si vraiment vous voulez être sûr de vous, vous pouvez mettre un maximum d'épingles. Une fois que j'ai épinglé, je vais venir piquer à 1 cm du bord. Donc je couds avec la manche sur le dessus. Ça va me permettre justement de gérer le tissu, de gérer l'embu et de faire en sorte que je n'ai pas de fronce au niveau de l'emmanchure, pardon. Voilà, j'ai réalisé ma couture à 1 cm. Donc vous voyez, au niveau de la tête de manche, je n'ai pas de fronce. Hein. Je vais maintenant venir surjeter l'intérieur de l'emmanchure pour avoir une jolie finition. Voilà, j'ai surjeté les emmanchures, j'ai rentré le fil de chaînette dans la marge de couture pour pas le couper à ras et que ça se défasse. On va pouvoir maintenant passer aux finitions. Si vous avez décidé de coudre la version top à basque ou robe,
on va maintenant venir s'occuper des pans de basque ou de robe. Donc si vous avez choisi, vous avez deux solutions pardon, pour couper ces pièces. Soit vous utilisez les pièces, vous avez imprimé le patron dans son intégralité et vous utilisez les pièces du patron. Mais vu que ce sont de simples rectangles, je vous conseille, dans un souci d'économie d'encre et de papier, d'utiliser les valeurs que je vous donne dans le guide de montage et qui vous permettent de découper ces rectangles. Donc en fait, ces rectangles, ce sont, si vous les avez coupés avec le patron, je vous les ai fait couper au pli. Si vous avez utilisé les valeurs du tableau, vous avez coupé des grands rectangles comme ça. Je vais utiliser celui-ci. Alors, la grande largeur du rectangle correspond en fait à au tour de taille. C'est la partie hop, qui sera froncée et attachée au buste. Et la largeur du rectangle correspond à la hauteur de la jupe ou de la basque. Donc entre la taille et le bas du vêtement. Sur chaque panneau, en fait, sur l'une des grandes longueurs, on va venir positionner des crans. Donc on a le cran au milieu de la longueur et on a un cran au quart, un cran aux trois quarts. Ça va être les repères pour assembler la basque au buste. Donc puisqu'on retrouve ces crans ici, le cran de milieu, voilà. Si vous faites la jupe à double basque, il va falloir faire ces crans pour le volant en haut et en bas, et vous retrouvez les mêmes crans pour le volant bas. Donc là vous voyez, j'ai deux tissus. Là c'est les tissus de ma jupe simple et là c'est les pans, le rectangle qui correspond au volant de ma doublure. Donc selon les options que vous avez choisies, vous aurez un plus ou moins grand nombre de rectangles. Une fois qu'on a repéré l'écran, pour chaque rectangle, on va venir poser deux lignes de fil de fronce sur la longueur où on a placé les crans de montage. Donc on veille à bien laisser dépasser les fils de plusieurs centimètres sur chaque extrémité et on ne va pas trop près du bord parce que là sur chaque extrémité on a 1,5 cm de marge de couture. Donc, il ne faut pas que les fils de fronce soient pris dans la marge de couture. Donc, ça ne sert à rien d'aller trop près du bord. Donc, on s'arrête à un peu moins de 2 cm du bord pour chaque rectangle. Une fois qu'on a posé les lignes de fil de fronce, on va assembler les pans de jupe ou de basque par les côtés avec une couture anglaise. Donc, je ne reviens pas en détail dessus. On en a déjà parlé pour l'assemblage du buste et des manches. Donc, on commence par positionner les pans de jupe envers contre envers, et on réalise une première couture au point droit à 7 mm du bord. On dégarnit la couture, on retourne l'ouvrage, on repasse et on réalise une seconde couture à 7 mm du bord et pareil on repasse. Juste un petit cas particulier pour la version où vous ne doublez pas le buste mais où vous doublez la jupe. Donc dans ce cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par assembler mes pans de jupe par les côtés à l'aide d'une couture anglaise, donc pour le tissu principal, pour la doublure. J'ai ensuite assemblé ensemble la doublure et le tissu principal. Donc vous voyez, c'est le fil qui est blanc. Et uniquement après avoir fait ça, j'ai posé mes deux lignes de fil de fronce simultanément sur la jupe doublée, enfin sur la doublure et sur le tissu principal. Donc voilà, une fois que vous avez assemblé vos jupes
par les côtés et poser les fils de fronce, on va maintenant assembler les jupes ou basques au buste. Donc là, je prends mon buste que je laisse sur l'endroit, ma jupe que je retourne sur l'envers et je vais venir assembler la jupe au buste endroit contre endroit en faisant correspondre les crans de montage et les coutures côté. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir froncer la jupe et répartir uniformément les fronces. Donc pour ça, je tire sur le fil de canette et le fil de canette, dans mon cas là, c'est le blanc. Une fois que vous avez réalisé vos fronces et que le tour de buste correspond au tour de la jupe, on va venir assembler l'ensemble en piquant tout autour, enfin, en faisant tout le tour, en piquant à 1 cm du bord et en surjetant. Maintenant que la jupe est assemblée au buste, il va rester à poser les boutons. Donc là, j'avais réalisé les boutonnières en amont. Et il va rester à réaliser les ourlets de la jupe et de la doublure. Pour l'ourlet du chemisier ou de la blouse doublée, vous pouvez au choix. Alors, soit vous ourlez indépendamment votre doublure et votre buste, c'est-à-dire que vous faites l'ourlet vers l'envers de la doublure et vous poursuivez ainsi. Vous voyez, du coup, ça, vous allez faire la doublure du tissu extérieur et vous faites tout le tour comme ça. Dans ces cas-là, donc moi, je vous conseille de commencer sur une des coutures extérieures. Au niveau de la patte de boutonnage, si vous avez réalisé une surpiqûre, rabattez bien la surpiqûre vers la doublure. Donc la marge de couture, vous la rabattez vers le tissu. Et vous réalisez vos replis comme ça. Là, vous avez votre ourlet qui est ainsi. Donc en fait, vous allez vous retrouver avec le bas de votre blouse ou de votre chemisier ouvert. Pourquoi ce n'est pas forcément la solution que moi je vais choisir? Parce qu'en fait là, il faut vraiment être sûr de votre cou pour que la longueur de la doublure ne dépasse pas de la longueur du tissu extérieur. Donc l'autre solution, ça va être d'ourler en même temps votre doublure et votre tissu extérieur. Donc en gros, je vais replier de cette manière. Donc là, pour être sûr que ça ne bouge pas au préalable, je vais bien positionner mon tissu extérieur, mon tissu doublure. Je vais épingler et je vais venir réaliser une pré-piqûre au bas de mon buste. Donc la pré-piqûre, c'est la petite piqûre de maintien à 7 mm du bord. Une fois que j'ai pré-piqué le bas de ma blouse ou de ma chemise, j'en arrive à l'étape qui est identique, quelle que soit la version que vous avez choisie. C'est-à-dire que on va réaliser un premier repli à 1 cm vers l'envers. On va repasser pour le marquer et on va réaliser un second repli, épinglé et fixer cet ourlet à la machine à coudre au point droit en partant donc dans le cas du chemisier d'un côté jusqu'à l'autre. Dans le cas de la blouse, on part d'une couture côté et on fait le tour du buste.
Voilà pour l'étape de l'ourlet. Si c'est la version blouse, vous avez terminé. Si c'est la version chemise, il vous reste à faire l'étape des boutons et des boutonnières. On va réaliser les boutonnières sur le devant droit et on va coudre les boutons sur le devant gauche. Donc sur ce modèle, j'ai prévu 1 cm de croisure. Donc la croisure, c'est en fait la distance qu'il y a entre le bord de votre vêtement, le bord du chemisier et le milieu du buste. Et au final, quand on superpose les deux lignes de croisure, voilà, vous obtenez votre patte de boutonnage. Et la patte de boutonnage, en fait, là, elle a une largeur de 2 cm. Donc, comment on positionne les boutons et les boutonnières? Eh bien, on les positionne sur une ligne qui se trouve à une distance de 1 cm du bord de la chemise. Donc là, c'est pour leur position par rapport au bord. Maintenant, pour connaître leur espacement, il faut savoir que les boutons et les boutonnières se placent de manière régulière. Donc pour ça, soit vous sortez la règle, vous mesurez la calculatrice, etc. pour essayer de trouver un emplacement régulier. Soit vous avez cet outil super pratique qui, en se dépliant, crée des espaces toujours réguliers, là, entre les pointes. Alors, je vais commencer par placer le bouton du haut. Donc, on a dit qu'il fallait que ce soit à 1 cm du bord du chemisier. Et en hauteur, vous voyez un petit peu, mais il faut que ce soit entre 1 cm et 1,5 cm du bord de l'encolure. Voilà. Et maintenant, donc je vais prendre mon outil. Et je vais déterminer l'espacement en sachant qu'il ne faut pas que le bouton du bas soit trop près de l'ourlet. Donc là, je pourrais faire comme ça, mais ça fait quand même beaucoup de boutons. Donc je vais agrandir un petit peu. Donc là, ça me fait combien d'espacement de boutonnière? Ça fait 7,5. Ça peut être pas mal. Si vous trouvez que c'est un peu grand, vous diminuez un peu. Là, du coup, on est à 6,5. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boutons. Je vais peut-être agrandir. Moi, j'agrandis. Allez, je mets 7,5 d'espacement. Ça me semble être pas trop mal. Voilà. Donc, je prends mon crayon et je trace. Une fois que j'ai fait ça, il faut que je fasse la même chose de l'autre côté. Alors là, il y a deux solutions. Soit vous faites la même chose, la même manipulation avec les outils. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est marquer les emplacements avec du fil de bâti. Donc là, je mets mes tissus, voilà, bien l'un contre l'autre. Je vais épingler pour que ça ne bouge pas. Alors, j'ai pas fait de nœud, hein, je fais le pari que je vais être suffisamment délicate pour ne pas perdre les fils. Si vous voulez être sûr de ne pas les perdre, vous faites un petit nœud à chaque extrémité, comme ça au moins vous savez que votre fil de bâti est bien en place. Donc voilà, il me reste maintenant à réaliser les boutonnières donc du côté droit et à poser les boutons là où vous avez le fil de bâti. Attention, les croix qu'on a fait là, les emplacements, ça correspond au milieu de votre boutonnière.
Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un essai sur une chute de tissu pour voir de quelle longueur va être votre boutonnière et savoir à quel endroit vous devez la démarrer pour que le milieu de la boutonnière tombe là où il y a l'emplacement avec la croix. Les boutonnières sont réalisées, les boutons cousus. Donc là, il me reste maintenant à ouvrir les boutonnières. Donc là, vous avez plusieurs solutions. Soit vous utilisez des tout petits ciseaux, soit vous utilisez le découvite. Mais alors attention, quand vous utilisez le découvite, de ne pas riper et de ne pas couper l'extrémité de la boutonnière. Donc là, à ce compte-là, vous pouvez placer une épingle comme ça pour bloquer le découvite si jamais il ripe. Et faites attention aussi avec le découvite de ne pas découper les côtés de la boutonnière. Après, vous avez aussi cet outil-là qui est l'ouvre-boutonnière. Pour utiliser l'ouvre-boutonnière, on se place sur un tapis de découpe. Donc, on place bien notre lame au milieu de la boutonnière, hein, parce que quelle que soit la technique utilisée, en fait, le challenge, ça va être de ne pas couper les fils des coutures latérales. Voilà, une fois que toutes les boutonnières sont ouvertes, et on vérifie quand même qu'elles sont suffisamment ouvertes hein, pour que le bouton passe bien. J'ai un petit fil qui dépasse. Voilà, une fois qu'on a fait ça, pour éviter que le tissu ne s'effiloche, vous pouvez utiliser de la colle anti-effilochage. Donc là, c'est Prime qui fait ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres marques. Et donc là, on va venir déposer sur la boutonnière une goutte très délicatement. Voilà, sur chaque boutonnière et on l'étale. Donc là, j'en mets une de chaque côté parce qu'il y a la doublure derrière. Donc comme ça, au moins, je protège la doublure aussi. Alors, vous pouvez en mettre une goutte avant d'ouvrir la boutonnière. Par contre, si vous faites ça, laissez bien sécher avant d'ouvrir votre boutonnière. Voilà, donc là maintenant, on laisse sécher. On arrive à la fin de cette vidéo d'aide au montage de Show Enfant. J'espère que les explications que je vous ai données vous ont été utiles et ont été assez claires. J'ai hâte de voir vos jolies réalisations et pour ça, n'hésitez pas à taguer Letty et Léa si vous les publiez sur les réseaux sociaux ou à m'envoyer des photos sur mon adresse mail. C'est toujours agréable de voir que vous avez donné vie à mes patrons et la manière dont vous les avez interprétés. Donc, je vous souhaite maintenant bonne couture et je vous dis à bientôt chez Letty et Léa.